Bien, donc nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première conférence plénière du premier colloque de la CEDLE en dehors de la France métropolitaine. Donc Mathilde Anquetil, donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas déjà, Mathilde a enseigné le français en Italie depuis les années 90. Elle a fait un doctorat sur les étudiants en mobilité. Et surtout, elle enseigne depuis le début des années 2010 à l'université de… Alors, je ne vais pas… Macerata. Macerata. Non, Macerata. Engagée donc, dans différentes associations également, dont Dorif, ça compte comme une association, c'est un groupement associatif, non, Dorif, hein, voilà, Dorif, donc voilà, Transit Lingua, avec qui on a fait donc entre autres une action il y a quelques années maintenant autour des langues en Europe, et puis donc la CEDLE. Donc Mathilde travaille autour des thématiques de l'éducation biplurilingue, de l'interculturel, de l'intercompréhension, de l'évaluation, moi c'est comme ça que je t'ai lu au début, et puis des mobilités étudiantes, je dirais dans une perspective qui est à la fois didactique et critique. Donc, ces dernières années, elle a beaucoup publié sur l'intercompréhension et sur l'internationalisation dans l'enseignement supérieur. Et donc, aujourd'hui, c'est en partie sur ces enjeux qu'elle va nous faire cette conférence sur laquelle je sais qu'elle a beaucoup à dire. Donc, je te laisse la parole. Donc 3 quarts d'heure et je fais la maîtresse du temps. Je te mettrai un petit truc 5 minutes avant si tu veux. D'accord. Ok. Alors bonjour je remercie l'association CEDLE pour m'avoir invité à participer à ce colloque qui s'annonce extrêmement intéressant. Je remercie aussi l'équipe du CIDTFF et l'Université d'Aveiro pour l'excellente organisation et l'accueil toujours si chaleureux. Mes diapositives comporteront un titre traduit en portugais pour, disons, comme dans les méthodes Eurom 4 et 5, créer un horizon d'attente et donner les mots-clés. Puis le texte sera en français. J'aurais pu faire en italien, je ne suis pas sûre que ça aurait aidé vraiment. Ou dans les langues des citations qui sont proposées en appui de mon argumentation, mais que vous n'êtes pas obligé de lire entièrement. Pour situer mon discours dans la problématique posée dans l'appel, que vous connaissez toutes et tous, j'ai ici reproduit les passages qui m'ont particulièrement interpellée et qui donnent donc les mots-clés de mon intervention: relation entre idéologie, plurilinguisme et dynamique de la globalisation, réaction à la globalisation dans les différents contextes géopolitiques et éducatifs, avec un appel pour la didactique des langues et des cultures en tant que discipline de recherche et d'intervention, à contribuer à la réflexion critique et à penser didactiquement, politiquement, épistémologiquement à la transition socio-écologique en prêtant une attention particulière aux hégémonies discursives et aux rapports néocoloniaux au savoir. Nous sommes réunis pour un colloque assez particulier, un colloque scientifique, mais aussi associatif, véritablement engagé sur 3 niveaux, avec une dimension éthique et politique que l'on retrouve dans le positionnement de la CEDLE, qui affiche dans son statut un engagement social et citoyen assumé et revendiqué, une dimension internationale avec la collaboration avec le CIDTFF de l'Université d'Aveiro et la participation d'intervenants internationaux et même intercontinentaux. Enfin, cette dimension épistémologique avec cet appel à repenser le domaine de la DLC comme intervention sociétale dans le contexte de la mondialisation. Pour situer d'où je parle, je mentionnerai ici ma participation à l'engagement associatif qui a fait que des liens se sont tissés avec les organisatrices de ce colloque. Un débat participatif à Paris en 2019 quant au rôle des langues dans les sociétés mondialisées avait réuni les associations ACDLE, ASDIF et Transit Lingua, dont je fais partie, et je me situe donc dans ce prolongement. Je mentionne aussi, bien sûr, l'association Applicad, qui se donne pour objectif la promotion de l'intercompréhension comme pratique et éthique du plurilinguisme. Les travaux qui nous ont réunis dans divers projets européens pour lycée ont déjà été accueillis pour le plus grand bonheur de tous à l'Université d'Aveiro. La didactique de l'intercompréhension, dont je ne vous infligerai pas une énième définition, tant son courant est désormais connu, surtout au sein de cette Assemblée,
s'insère dans la Digue des langues sur ce point qui a été dernièrement mis en évidence par Véronique Castellotti dans son plaidoyer pour une didactique de l'appropriation comme perspective durable, avec une revalorisation du comprendre, se frotter aux langues des autres, à des expériences étrangeantes pour travailler sur la compréhension, travailler sur l'incompréhension, pour bâtir un projet de compréhension. L'intercompréhension, depuis ses débuts avec les travaux de Louise Daben en 1995, a été conçue comme une de ces démarches plurielles d'appropriation des langues qui tentent aussi de faire face aux évolutions sociétales. Je cite ici la synthèse fournie par Christian Degache sur l'héritage de Louise Daben, sans m'attarder aux 4 points qui restent encore valables aujourd'hui, notamment sur la nécessité de travailler sur la perception de la proximité et de la distance des langues auprès de nos apprenants. Mon plan global pour traiter du sujet choisi sera le suivant. Je tracerai très synthétiquement un cadre global des trajectoires économiques et écologiques de la globalisation, ainsi qu'en parallèle des réactions linguistiques à la globalisation, en m'inspirant en particulier d'un modèle du philosophe des sciences engagé dans le combat écologiste, Bruno Latour. Et je me demanderai si l'on peut établir des convergences entre ces deux approches dans les choix des trajectoires qui s'offrent à nous. Je tenterai de relever quelques enjeux et défis dans le domaine de l'intercompréhension en liaison avec les courants en écologie linguistique et plus particulièrement quelques questions internes à notre domaine. Et en conclusion, je plaiderai pour le lancement d'un projet Erasmus Mundus dans le domaine de lycée pour équilibrer scientifiquement, mais aussi symboliquement, la coopération entre l'Europe, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique. Alors, la globalisation par rapport à la mondialisation éthique et durable que nous appelons de nos voeux, c'est avant tout ce circuit vertigineux des flux financiers, des flux de marchandises, de savoir, de savoir-faire, qui sont concentrés sur 3 pôles de l'hémisphère nord, avec la participation croissante des 10 marchés émergents d'Afrique et d'Amérique du Sud. Je ne m'étendrai pas sur ce schéma, mais c'est juste notre toile de fond. La globalisation, c'est notre époque désormais conceptualisée comme anthropocène, qui se caractérise par l'avènement des hommes comme force de changement sur Terre, en tension avec les forces géophysiques et avec pour conséquence la perturbation des cycles naturels et du climat tels que nous les connaissions. C'est normal qu'il pleuve en novembre en Portugal, donc pas de problème. C'est la déroute sociale suite à un néolibéralisme planétaire qui a engendré une aggravation des inégalités, une menace à l'accès aux biens communs et finalement l'aggravation de l'exclusion sociale, en particulier dans l'hémisphère sud, après ce que nous pensions être le progrès. Alors, comment y réagissons-nous ? Je synthétise ici une conférence très inspirante du philosophe et sociologue des sciences Bruno Latour, mort en octobre 2022, ce qui nous a permis de revoir aussi son itinéraire, et qui analysait les trajectoires prises par les hommes dans la globalisation avec cet appel. C'est parce que le caractère évident de la menace ne nous fait pas changer d'avis qu'il nous faut nous préparer à refaire de la politique. S'interrogeant sur le manque de réaction tangible et efficace face aux dangers climatiques, malgré tous les appels des scientifiques, il prend pour une image une humanité qui est embarquée dans un avion, une sorte de jumbo jet, projeté vers la mondialisation, et il se demande où donc allons-nous atterrir. C'est le trajet de 1 à 2. De nos États-nations, nous sommes embarqués dans la globalisation. Mais là, la situation n'est pas celle qu'on en espérait. On espérait aller vers une modernisation, échapper au local, sortir d'un provincialisme étroit, aller vers l'émancipation. Mais la mondialisation a surtout généré ces paradis fiscaux pour l'immense richesse de quelques-uns qui vivent dans des activités offshore délocalisées, dans des flux financiers dématérialisés, tandis qu'il y a eu la délocalisation des emplois et que bien souvent les travailleurs semblent surnuméraires. La globalisation apparaît alors comme un repoussoir, une trahison du progrès, d'où une tentation de retour vers l'État national qui apparaissait comme protecteur et ce désir de retour au territoire d'homogène d'antan. Mais c'est là, nous dit Bruno Latour, que le capitaine abandonne son passager, que le point 1 n'existe plus, il n'y a plus d'aéroport de départ. Pourquoi ? Parce que le territoire, ma stratégie de montrer le titre est un peu compromise par la mise en page, si on peut faire quelque chose d'un point de vue technique. Alors, le retour au point 1, État-nation comme avant, est impossible car le territoire est désormais complètement interconnecté.
d'un point de vue économique, en particulier ici, par exemple, l'extrême ouverture du système agroalimentaire français, qui est extrêmement lié, par exemple, avec l'Amérique latine, et on est bien loin de l'agriculture de terroir que l'on veut présenter aux consommateurs. Le retour au point est impossible car la population des territoires n'est absolument plus homogène sur les États-nations. L'immigration, qualifiée ou moins, la fuite des cerveaux, y compris intracontinentale, dessinent ces flux continus qui amènent à la grande mixité linguistique et culturelle de nos sociétés actuelles. De là, deux trajectoires sont possibles, nous dit Bruno Latour. Fuir dans l'irréalité, présentée ici au point 4, ou redéfinir de nouveaux territoires de vie. Fuir dans l'irréalité, qui est ici symbolisée par une image de Donald Trump vue de dos, c'est la tentation du négationnisme en général. Négationnisme climatique, vérités alternatives, complotisme, anti-évolutionnisme, opposition à la connaissance scientifique et les murs de protection que l'on tente d'ériger contre les migrations. C'est un déni du réel dans les discours populistes, tout en laissant les élites poursuivre leurs intérêts dans la globalisation. Alors l'alternative, nous dit-il, c'est de recréer un territoire de vie avec un certain degré d'appartenance, que l'on est prêt à défendre dans le conflit en cours, car il y a lutte entre classes géosociales, nous dit-il. Il faut donc retrouver un lieu de vie basé sur un nouveau contrat social de solidarité et de protection, mais qui reste ouvert sur le monde en tant qu'il est terrestre, avec des revendications situées entre le local et le global. Un terrain de vie à la fois ancré et relié au monde, qu'on est prêt à défendre par rapport à d'autres intérêts forts, concurrentiels et destructeurs. Alors, comme l'ont fait les auteurs de l'appel à ce colloque, on se demande quelle pourrait être notre place en tant que didacticiens des langues dans cet engagement pour un monde plus éthique et écologiquement durable. Nous ne sommes pas les premiers linguistes à nous interroger sur la globalisation. On peut ici évoquer le sociologue Jan Bloemert. Le domaine de la linguistique et des langues cherche lui aussi à se situer dans une complexité croissante qui défie notre compréhension et notre capacité d'intervention. Je me suis donc inspirée du modèle de Bruno Latour pour me demander à mon tour donc où atterrir dans cette globalisation au niveau de ces aspects linguistico-culturels qui se manifestent pour nous aussi dans des trajectoires disparates. Nous sommes, nous aussi, didacticiens des langues, partis du point 1, l'État-nation unilingue, du moins qui se pense comme tel, surtout lorsque l'on est français. D'où des enseignements unilingues, des cours de civilisation de tel ou tel pays avec leurs traits identitaires, leurs produits culturels plus ou moins ethniques. C'est ici le point 1. Puis la globalisation, avec en particulier l'hyperconnexion, nous a emportés à grande vitesse, nous et nos supposés apprenants, vers la communication globale avec une babélisation croissante ou son coronaire inverse vers la réduction à l'utilisation d'une sorte de globish passe-partout. Jean-Baptiste Fressos propose même le nom d'anglocène pour notre époque, avec surtout un laisser-faire linguistique qui est le pendant en politique linguistique du néolibéralisme économique, qui finit par engendrer des inégalités dans l'accès à la participation citoyenne, mais surtout de forts ressentiments de la part des laissés-pour-compte de plus en plus nombreux, qui pousse ces publics à une sorte de nostalgie du temps d'avant, donc à un retour aux identités nationales ou ethniques. Mais là encore, le point 1 n'existe plus. L'État-nation unilingue et ethnique, sauf à vouloir le clamer idéologiquement, n'existe plus car entre-temps, dans les sociétés impactées par la globalisation, le multiculturel, les mobilités de toutes sortes, on a vu aussi s'affirmer ce que j'ai indiqué dans le centre du schéma ici, c'est-à-dire des pratiques détérioralisées d'un point de vue de la communication plurilingue, des revendications aux droits linguistiques, en particulier de la part des locuteurs des langues minorisées, ainsi qu'un refus des hégémonies postcoloniales et autres. France dégage, clame-t-on ainsi en Afrique. Alors, l'une des solutions est ici aussi de fuir dans l'irréalité, avec deux tendances. L'autarcie linguistique et culturelle pour les locuteurs de langue dominante, l'anglais en première position, mais aussi d'autres langues supercentrales. Le refus et la négation de l'altérité, ou bien l'invention de linguistique nationaliste qui peut dégénérer en guerre linguistique, voire même participer à une dégénération des conflits dans des guerres tout court. J'y reviendrai après. Mais pour finir notre schéma, nous nous situons bien sûr vers un trajet numéro 4, avec un positionnement dans les deux axes qui se situe clairement du côté de la complexité, mais dans une position intermédiaire entre le local et le global, dans des contextualisations locales, des interventions politiques et didactiques en faveur du plurilinguisme
et aussi décréolisation culturelle. Nous voyons la nécessité d'œuvrer activement pour l'aménagement équitable des politiques linguistiques et pour une pleine insertion de l'écologie des langues au nombre des disciplines d'apport dans l'épistémologie sectorielle mais interdisciplinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Revenons un moment sur cette trajectoire de fuite dans les réalités en linguistique. À partir d'un article de Patrick Serriot, Elena Bulgakova et Andreja Ersson, la linguistique populaire et les pseudo-savants, qui se concentrent sur le courant diffusé dans les pays d'Europe de l'Est, mais pas seulement, attesté en librairie et dans les réseaux sociaux en particulier, des travaux de pseudo-linguistique nationaliste ou linguistique du ressentiment, au sujet de l'ukrainien, du slovène, du basque, mais aussi du japonais et autres langues, qui se présentent comme langues d'origine, en absolu, ayant donné naissance aux autres, d'où source de justification d'affirmation identitaire nationale. On y lit pêle-mêle que les Slovènes parlaient la langue vénète, que les Serbes parlent une langue illyrienne, qui est la même que celle des Étrusques et des Basques, que les Ukrainiens parlaient une langue qui a donné naissance au sanskrit, mais aussi à l'étrusque, voire au basque, etc. L'étymologie et la toponymie sont abusivement mises au service d'une justification de la primauté atemporelle des langues. Ainsi, par exemple, quelques-uns de ces exemples d'étymologie assez fantaisistes pour prouver que l'ukrainien a donné naissance au sanskrit. Mais il s'agit d'un discours populaire de réfutation de l'évolutionnisme, de refus de toute proximité avec le voisin, avec des éléments radicalement fixistes, anti-historicistes, proches du créationnisme, des théories anti-darwiniennes en biologie, une sorte de trumpisme en linguistique, finalement, auquel nous nous opposons sans doute nous aussi. La négation de tout tronc commun, de toute communauté linguistique initiale, ou encore la théorie de la corruption, de la dégradation à partir d'un rameau initial, toujours le sien bien sûr, est accompagnée de discours anti-impérialistes assez complotistes que l'on peut observer aussi dans d'autres contextes. Le phénomène, par ailleurs, n'existe pas seulement en Europe orientale. Toute langue peut devenir la métalangue explicative de toute autre. Ainsi, cette explication de l'occitan à partir d'un supposé celte. Patrick Serriot pointe sur cette inlassable nostalgie du lien direct entre les mots et les choses qui caractérise ce courant qui cherche à resémantiser et refuse essentiellement l'arbitraire du signe. Ceci pour nous indiquer certains des obstacles auxquels nous nous heurtons parfois auprès du public, même s'ils ne sont pas des linguistiques, mais ces considérations tournent dans l'opinion publique, entendant lorsque nous tentons de diffuser ce plurilinguisme comme option en politique linguistique. Mais aussi, cela nous indique combien l'intercompréhension, avec sa passion pour l'étymologie, que l'on basera bien sûr sur une philologie plus assurée, n'est pas seulement une modalité de communication, mais sa didactique comprend une éducation linguistique et je dirais aussi à la linguistique. Et nous citons ici quelques-uns de ces objectifs qui sont listés entre autres dans le REFIC. Alors, globalisation économique et écologique et globalisation linguistique, s'agit-il d'un simple parallèle? Observe-t-on des convergences? Et quel rôle pour l'intercompréhension dans l'écologie linguistique? Nous examinerons quelques documents de convergence entre certains courants en écologie linguistique et des actions initiatives en intercompréhension, puis nous verrons, si nous en avons le temps, quelques enjeux, défis et voies ouvertes dans notre domaine d'intervention. L'équipe du projet EVALIC avait choisi en 2019 comme épreuve modèle dans un scénario d'évaluation des compétences en IC, un scénario intitulé « Candidature à une conférence internationale sur le développement durable dans les universités européennes », dans lequel les étudiants doivent réaliser différentes tâches en lien avec un thème commun, des mesures à adopter pour contribuer à leur niveau au développement durable dans leur contexte de vie et d'études. Il s'agissait d'une proposition d'équipe assez spontanée au vu du débat du moment avec la définition des objectifs pour le développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. C'était aussi la naissance du mouvement comme Friday for Future. On a donc en sorte utilisé, et à bon escient, la crise écologique comme élément de motivation à communiquer entre jeunes dans un dispositif international plurilingue avec des documents plutôt consensuels, ce qui est tout à fait justifié dans un contexte d'évaluation. Et qui, d'ailleurs, ces documents peuvent donner lieu à des débats effectivement fructueux quand on les utilise de façon contextualisée dans une situation de formation comme celle que j'ai indiquée ici lors d'un échange entre France, Italie et Allemagne. Mais passer de cette sensibilité écologique utilisée comme thème de communication à l'adoption de l'écologie des langues comme discipline pour le renouvellement de l'épistémologie de la DLC et de l'IC en particulier est aussi quand même une autre affaire.
On pense bien sûr à Calvet dans son « Pour une écologie des langues » et ce tableau que vous connaissez sans doute. Il met en évidence la dynamique apportée par les bilingues dans les contacts et relations entre les langues. C'est surtout cette notion qui est précieuse pour l'intercompréhension, en particulier dans les dispositifs d'interaction qui permettent de dynamiser des schémas qui peuvent sembler statiques. Nous nous baserons sur un article de Nadège Pavrel pour présenter très synthétiquement les courants en écologie des langues ou écolinguistique, approche écologique en linguistique, qui peuvent apporter des éléments à notre réflexion. Il existe une linguistique écologiste, une sorte de linguistique militante ou d'écologie linguistique politique, nous dit-elle, fondée sur les notions de diversité linguistique et de patrimoine immatériel, et qui se développe en particulier dans le cadre des études sur les langues en danger. Un deuxième courant est celui qui approfondit le concept de niche écologique et qui cherche à faire le contour des conditions écologiques minimales requises par une langue pour permettre à celle-ci son existence et sa reproduction. L'un de ses représentants majeurs est un sociolinguiste catalan, ce qui n'est pas un hasard. Enfin, un courant assez radical, représenté en particulier par Ernst Stiebe, qui critique l'approche même que les hommes ont avec la nature par leur langue, lorsque ces langues véhiculent une vision consumériste et destructrice de nos écosystèmes. Pour le premier courant, celui de la linguistique écologiste militante, on peut observer une convergence entre l'altermondialisme et l'intercompréhension, comme dans cet article souvent cité de Bernard Cassin, au départ professeur d'anglais, rappelons-le. Outre ses activités militantes dans le courant intermondialiste, comme premier président de l'association ATTAC et comme directeur du journal Le Monde diplomatique, d'ailleurs assez diffusé dans le monde romanophone, y compris en Amérique latine. Lycée militante, c'est aussi l'inscription même de lycée dans des programmes politiques. Ici, l'exemple du programme de la France insoumise, par exemple, toujours sous l'influence de Bernard Cassin. Dans une organisation moins directement militante, mais dont on connaît aussi la composante politique, l'Organisation internationale de la francophonie, cet exemple de projet sélectionné pour le soutien de l'OIF, langue et éco-citoyenneté, met lui aussi en évidence le lien entre une certaine sensibilité au thème de l'écologie et à ceux de la citoyenneté active, en le liant à une intervention en faveur du plurilinguisme entre français, anglais, espagnol et créole dans l'espace des Antilles. L'OIF est d'ailleurs, on le sait, un pilier de soutien des initiatives en faveur du plurilinguisme et de l'intercompréhension en Afrique, mais surtout en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. L'année précédente, c'est ce partage d'expériences sud-sud en IC qui avait été à l'honneur. On y voit un rapprochement avec l'altermondialisme dans le choix des partenaires qui cherchent manifestement à s'affranchir d'un lien privilégié, plus ou moins néocolonial, avec les pays européens, pour instaurer un dialogue entre les continents africains et sud-américains, tout en utilisant un héritage colonial dont on s'est réapproprié, ici le français, comme langue pont dans le dialogue sud-sud. Et c'est justement en Amérique du Sud que se développe plus particulièrement une réflexion contextualisée impliquant une orientation vers la décolonisation dans la didactique de l'intercompréhension. Je cite ici, bien sûr, Laura Mazello de l'Université de Udellare d'Uruguay, qui développe, comme vous l'avez sans doute entendu, le programme LALIC, Lecture sur l'Amérique latine en intercompréhension, qui propose des cours d'intercompréhension écrites en français, portugais, anglais et espagnol à partir de textes impliquant une réflexion active de révision des catégories culturelles traditionnellement associées à l'Amérique latine et à sa diversité humaine issue du colonialisme et de l'esclavagisme. Ces textes proposent d'outiller les étudiants, outre avec des capacités d'intercompréhension écrites, avec des concepts élaborés par les auteurs caribéens et latino-américains, tels que la trace et l'opacité, pour repenser l'altérité. Nous retenons de cette formation l'importance donnée au lieu d'énonciation dans le choix et l'interprétation des textes en didactique de lycée, ainsi que ce projet de décolonisation culturelle dans l'objectif de formation d'identité plurilingue de type rhizomatique, s'inspirant de la pensée de Glissant ainsi que de Deleuze et Guattari. Il s'agit explicitement de repenser l'européocentrisme, de travailler sur l'altérité, et le terme d'opacité étant structurant dans le domaine de l'intercompréhension, ici s'y ajoute bien sûr la prise en compte de la densité irréductible de l'autre, telle que l'a conçue Glissant. Mais inclure l'écologie des langues dans l'épistémologie de notre discipline ne peut faire l'impasse sur les autres langues. Ces autres langues qui sont les langues en danger, les langues minoritaires ou minorisées.
Nous prenons ici, par exemple, comme exemple d'observation, ce numéro spécial de la revue RIE, en tant que publication bilingue scientifique de l'Organisation des États ibéro-américains. Nous y trouvons de nombreux articles sur l'intercompréhension, mais c'est justement ces autres langues annoncées dans le titre, comme faisant partie de cet espace, outre l'espagnol et le portugais. Au sein du Mercosur, il y a bien 3 langues officielles, mais comment s'insère le guarani dans ce projet de formation d'identité plurilingue aux côtés du couple espagnol et portugais? Je ne prétends absolument pas répondre à cette vaste question dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais juste témoigner en passant, et je crois qu'il y aura des communications sur ces aspects, d'un des terrains de ce combat pour un plurilinguisme incluant le guarani dans ces écoles de frontières entre le Brésil et l'espace hispanophone. Une réussite qui reste exceptionnelle autant qu'exemplaire selon ses auteurs. En effet, ces acteurs de terrain, et ce ne sont pas les seuls, ils font preuve d'une remarquable lucidité dans l'analyse des idéologies monolingues auxquelles ils se heurtent dans leur projet d'intégration plurilingue et interculturelle sur la frontière. Et c'est depuis ces écoles de frontières, c'est de nouveau l'orientation néolibérale des gouvernements centraux qui est remise en question. Et l'on revient indissoluble entre nos interventions linguistiques et didactiques et le débat politique en général, pour ceux qui connaissent. Mais signalons aussi cette autre initiative méritante des auteurs brésiliens de ce manuel de portugais comme langue d'accueil pour les migrants, qui a fait le choix innovant d'inclure en toutes lettres les langues d'immigration dans leur approche, avec des activités qui incluent, surtout au départ, l'arabe, le créole haïtien, l'espagnol, le français, l'anglais, le lingala, le swahili, donnant ainsi une légitimité, une dignité à ces langues dans l'approche didactique proposée. Alors, nous nous posons la question, ne serait-il pas temps de renouveler véritablement les politiques linguistiques de l'inclusion dans le sens de politiques d'inclusion, mais aussi d'intercompréhension ou par l'intercompréhension, de façon plus évidemment réciproque, où les locuteurs des langues dominantes font vraiment l'effort d'apprendre au moins quelques éléments de ces langues minorisées qui font partie du paysage linguistique de leur pays, thème aussi indiqué comme objectif dans le REFIC. Ces langues dont on ignore parfois jusqu'au nom. Je citerai 2 informations glanées récemment dans notre circuit de rencontres pour le plurilinguisme. La politique d'inclusion en Nouvelle-Zélande comprend l'apprentissage, l'initiation de base par tous les élèves d'un système scolaire anglophone, au moins de base de la langue maori. Ou bien les enseignants de français de Tahiti doivent aussi parler le tahitien obligatoirement, et on espère se démarquer ainsi d'un enseignement unilingue qui comporterait la diglossie. Alors ne devrait-on pas en faire autant? Apprendre des éléments de guarani au sein du Mercosur, apprendre des éléments d'arabe, de wolof dans nos pays de la rive nord de la Méditerranée, former les futurs enseignants du primaire aux langues de la diversité auxquelles ils seront confrontés afin de comprendre les difficultés, mais surtout les ressources de leurs élèves. Je cite ici quelques-unes de ces initiatives que vous allez rencontrer de nouveau dans ce colloque. En tout état de cause, pour ce qui est de l'intercompréhension, il s'agit véritablement d'inclure les bilingues pour que dans nos dispositifs, pour qu'ils servent véritablement de pont avec les langues autochtones, les langues d'immigration qui ne sont pas toujours des langues proches. Mais ils peuvent devenir ainsi des médiateurs de leur langue culture dans les forums plurilingues en lycée, et en particulier, je pense à l'inclusion des créoles dans les lycées en langue romane. En effet, les créoles ont été assez récemment, mais ils s'imposent de plus en plus, introduits dans les sessions lycée en interaction, en particulier avec Daniel Apolis-Michel, et cela pose des défis particuliers auxquels répondent dans cette perspective écolinguistique de reconnaissance des créoles, des langues trop longtemps minorisées dans des situations de diglossie. Ici, Sandra Garbarino et Daniel nous rappellent les avantages de cette insertion du fait que la langue créole sort des limites des espaces créolophones et rencontre ainsi d'autres langues, un niveau donc local. Le rôle de langue pivot, ici joué par le français, exige des créolophones, mais aussi des francophones, qu'ils jouent une fonction active dans l'interaction pour faciliter le déchiffrage vis-à-vis des autres romanophones, ici des lusophones. Rappelons le rôle dynamique donc des bilingues dans l'écologie des langues selon Calvet. En effet, les francophones apprendront assez facilement à oraliser le message et à proposer des transpositions selon l'orthographe étymologisante à la française, qui se révèle fort utile lorsqu'on fait de lycée à l'écrit. Mais au cours de ces échanges métalinguistiques sur les messages en créole, vont circuler des hypothèses de traduction, des confirmations, des explications, des médiations,
Et tout cela va permettre aussi à tous les interlocuteurs d'affiner leurs compétences en réflexion métalinguistique et donc cela concourt à une éducation linguistique comme nous en avions parlé avant. Cet article de Renaud Gauvin en Haïti pointe sur les difficultés intrinsèques pour mettre en place le projet ambitieux d'ICE créolophone en Caraïbes, c'est-à-dire aussi sans passer par les langues coloniales de base lexicales, le français ou l'espagnol. Le projet est propulsé par la Corpuca, qui est composé de 13 membres, 9 universités haïtiennes, 2 universités dominicaines, une cubaine, une française, celle des Antilles et de la Guyane. Et il y a une volonté politique indéniable qui se manifeste dans le regroupement de divers organismes en faveur de ce projet, et pourtant l'auteur reste assez perplexe quant à sa réalisation. C'est que des défis institutionnels de coordination s'ajoutent aussi des complicités intralinguistiques avec une certaine domination du français et du créole haïtien dans ce projet, mais c'est un défi qui nous intéresse tous, car c'est un défi qui se pose dans de nombreuses situations où il y a démultiplication de variantes nationales ou régionales, une certaine rivalité autour des questions de normalisation de ces variantes au sein d'un même regroupement proche. Alors, jusqu'où aller dans la reconnaissance de toute variante? Je crois qu'il y a là des échelles de priorité contextuelles qui doivent être concordées, qui doivent faire l'objet d'un contrat. Raphaël Confiant de l'Université des Antilles, dans un entretien récemment réalisé par Vanessa Massone da Rocha de l'Universidad Federal Fluminense, Raphaël Confiant donc oppose une certaine créolophobie des Antillais, intériorisée selon lui, qui mène à la disparition d'un créole en production. Il oppose donc son cas à l'exemple positif de la Catalogne, qui, selon lui, est une région, un État, où les habitants ont su imposer des conditions pour faire vivre leur langue. Alors examinons, mais très rapidement, ce cas très épineux de la Catalogne. Au sein de la communauté autonome, il existe bien des conditions institutionnelles et linguistiques tout à fait favorables pour la didactique de lycée, de fait de l'orientation du système scolaire catalan, majoritairement enseigné en catalan, dans la perspective européenne de la promotion du plurilinguisme, ce qui fait qu'une spécialiste comme Encarni Carnasco peut y affirmer que le lycée représente désormais une réalité tangible dans une région où cohabitent deux langues proches. Dans un contexte particulièrement favorable, puisque les 3 universités publiques catalanes sont toutes 3 fortement engagées dans cette approche, et favorable aussi du fait que la langue majeure d'immigration est aussi de type hispanique. Je cite ici quelques références de la Generalitat quant à ce soutien institutionnel pour le plurilinguisme, l'interculturalité, l'intercompréhension dans l'enseignement scolaire et la formation des enseignants. Manuel Tosplanet notait déjà en 2005 que les obstacles à la réalisation de formations linguistiques dans la perspective plurilingue ne sont pas d'ordre technique et qu'il n'y a plus carence d'instruments efficaces pour leur mise en œuvre, mais que la bataille qu'il convient de gagner désormais se situe sur le terrain des politiques nationales et dépend beaucoup de l'intérêt dont font preuve nos gouvernants. Alors, est-ce que c'est donc gagné pour le catalan et pour l'ICE? Et pourtant, l'on voit que la guerre des langues se poursuit entre castillan et catalan. Ici, un reflet jusque dans la presse italienne quant à un jugement rendu par la Cour suprême en 2021, contraignant le système scolaire catalan à passer de 10 à 25% des cours en castillan, à la demande d'élèves, de parents d'élèves castillophones. À noter en bas, non, il ne le voit pas, c'est dommage. Une déclaration du chef d'établissement de l'établissement d'où avait démarré le conflit, qui indiquait que le catalan est le tronc et le castillan, les branches. Et l'on retrouve cette conception proche de ces linguistiques nationalistes que nous avons vues précédemment dans l'article de Serrio. Alors, la Catalogne, c'est sans doute le cas d'une communauté qui sait défendre sa niche écologique, historiquement combattue. C'est sans doute la conception défendue par un de ses majeurs représentants de ce courant, Albert Bastardas i Boada, de l'Université de Barcelone, combat illustré jusque dans le titre d'une de ses dernières publications, indiquée ici en bleu. La revitalisation dont il est question n'est cependant sans doute pas vraiment acquise. Je cite ici des propos rapportés par Encarni Carrasco lors des assises de l'OEP. Ce ne sont pas ses propos, mais des propos qui circulent dans la communauté des enseignants. Lorsqu'elle dit « le catalan a gagné les salles de classe, mais pas la cour de récréation »,
ou qu'il devient difficile d'engager dans la nouvelle génération des enseignants qui maîtrisent suffisamment le catalan. Nous observons donc qu'il y a encore un différentiel entre le catalan scolaire véhiculaire et une majeure diversité des usages plurilingues en société. L'intercompréhension y travaille. Un exemple d'observation dans cet ouvrage de 2019 sur le plurilinguisme dans l'enseignement en Espagne, on y parle bien sûr aussi du catalan, mais essentiellement dans le cadre de lycée, c'est-à-dire de l'intercompréhension. Le thème du bilinguisme en catalan me semble si épineux qu'on finit par l'éviter dans certains ouvrages scientifiques. Mais il faut saluer cet effort pour l'insertion justement du catalan, y compris dans les universités castillanes, et certaines d'entre elles sont fort actives à ce sujet, grâce aux collègues qui sans relâche travaillent à flexibiliser les représentations et les pratiques langagières. Il semble cependant que les divergences de point de vue restent assez irréductibles. D'un côté, par exemple, du côté de l'université de Valence, un petit peu plus loin que la Catalogne, on note avec une certaine amertume que les locuteurs des langues régionales de la péninsule sont les seuls à mettre en place des stratégies de bilinguisme. De l'autre, un professeur comme José Carlos Herreras pointe sur l'expulsion du castillan des écoles, tandis qu'il affirme que seul l'espagnol est la langue permettant de communiquer entre Espagnols. Bien que plaidant finalement pour une éducation bilingue à la canadienne, il ne semble pas envisager une communication bilingue en intercompréhension. Alors, quelques questions dérangeantes, mais aussi une invitation à la modestie. À la modestie dans nos ambitions de faire évoluer les représentations sociales et l'équité linguistique par nos seules approches plurilingues. Une période de rattrapage de protectionnisme semble utile et nécessaire pour la durabilité du catalan. Mais y aurait-il une sous-estimation aussi de la désirabilité du castillan au sein d'une population mixte? Le soutien institutionnel de lycées en Catalogne, dans le cadre très affiché des principes du plurilinguisme et des institutions européennes, participe-t-elle aussi de ces positions idéologiques pour, d'une certaine façon, enrober un certain nationalisme linguistique catalan au sein du système catalan? Nous rappelons ici les mises en garde de Bruno Maurer dans le plurilinguisme, nouvelle idéologie dominante, lorsqu'il sent le besoin de nous dire que si les programmes d'éducation plurilingue se réalisent, jamais peut-être on aura qui peut enseigner les langues elles-mêmes. Or, les langues pourraient être apprises, surtout lorsqu'elles sont menacées, y compris dans des compétences de production, ont besoin d'enseignement, d'apprentissage long et exigeant. Alors, une des questions qui se pose, c'est aussi de réussir à conserver ce temps long nécessaire à la pratique active et productive en langue qui nous intéresse bien sûr, et non seulement celle de la compréhension. Les langues, c'est parfois une question de vie ou de mort, quelquefois de privation de liberté, en particulier au Catalogne. C'est une question d'équité consciente, rationalisée, dans des politiques écolinguistiques que nous devions définir, sans nous résigner à l'agonie des langues minorisées, comme celle du créole, mais sans non plus refuser la langue de l'autre, et tout en tenant compte, j'y tiens, à la faisabilité, et notamment de l'effort cognitif requis, que nous ressentons nous-mêmes en tant qu'adultes et que nous imposons peut-être aux enfants, quelquefois sans y réfléchir suffisamment. Alors, dans la dernière partie, rapide, une proposition pour une pleine participation des collègues du Sud dans les projets financés par le lycée en Europe, avec la volonté de répondre aux exigences du domaine, au principe d'équité écolinguistique, à la volonté de renforcer l'agentivité du groupe des romanophones dans la mondialisation et aussi de décoloniser le domaine. Je me baserai sur, je rappellerai très rapidement, ce concept de cette notion de système glottopolitique d'action concrète qui a été posé par Patrick Chardonnay dans Synergie Argentine et que vous connaissez sans doute, je ne fais que le rappeler. Pour passer à la diapositive suivante et introduire l'exemple sur lequel je souhaite intervenir. Je repartirai de cette carte mondiale du projet européen Myriadi, un projet qui a été ô combien productif dans notre domaine, mais qui liste deux types de participants, les partenaires en Europe, les associés en Amérique latine. La participation des associés reste assez limitée et quelquefois on leur propose de tester les produits qui ont été créés en Europe. C'est une situation qui me semble un peu néocoloniale, vous en conviendrez, et ceci bien malgré les orientations de ces coordinateurs. Alors, voilà une autre carte qui montre le réseau de lycées en Amérique latine tel qu'elle était présentée par ses acteurs principaux lors du congrès de l'ALFAL, Association de linguistique et de philologie en Amérique latine, une association bilingue en 2021.
Et je ne fais que rappeler ici, présenté par Francisco Calvo del Uomo, ici présent, une diapositive dont je le remercie. Je ne fais que rappeler certains des événements majeurs sur le continent comme indice de l'autonomie et de la maturité du domaine en Amérique latine. À titre des fortes relations qui se sont tissées dans les bénéfiques programmes d'échanges binationaux entre le continent latin et l'Europe, j'ai calculé approximativement que parmi les membres du comité d'organisation et du comité scientifique de cet important événement, Plu-en-Pli en 2021, auprès de l'Université de Paraná au Brésil, on compte plusieurs chercheurs européens, mais en minorité, 8 sur 25 dans le comité scientifique. On compte de nombreux chercheurs sud-américains qui comptent une mobilité en Europe ou aux États-Unis dans leur parcours de formation, et particulièrement au niveau du doctorat, du post-doctorat, ce qui était le cas de 2 coordinatrices du colloque, ainsi que de 7 personnes sur 10 dans le comité d'organisation à l'UFPR, de la moitié des chercheurs sud-américains du comité scientifique, 9 sur 18, dont 3 auprès d'universités en Amérique du Nord. Il y a donc bien eu un apport en termes de formation pour les jeunes chercheurs d'Amérique du Sud en mobilité en Europe ou aux USA. Mais l'inverse ne semble pas se vérifier très souvent. Rappelons que le premier congrès d'Hyprolingue en présence avait besoin aussi de financement et il était né en 2018 avec le soutien du projet franco-brésilien CAPES COFECUB, dont nous allons analyser rapidement, très rapidement, la structure. Ce programme, comme nous l'avons constaté, a permis de nouer des échanges extrêmement fructueux entre les 2 continents et nombre de chercheurs brésiliens du domaine ont ensuite trouvé, suite à ces formations en mobilité en France ou ailleurs, des emplois universitaires qualifiés au Brésil, d'où ils alimentent effectivement la coopération internationale et intercontinentale qui est de plus en plus vivante. Cependant, on ne peut que constater une certaine dissymétrie dans le programme pour ce qui est de la mobilité étudiante. Pour le côté français, on envoie 2 étudiants français au Brésil pour un séjour assez générique. Il était même précédemment qualifié de stage de 2 mois, tandis que du côté brésilien, les bourses de 4 à 18 mois permettent d'envisager une véritable formation dans un parcours doctoral ou postdoctoral. De son côté, le ministère brésilien, outre des échanges de professeurs en visite assez brève, semble surtout exporter des doctorants pour importer des jeunes talents ou des post-doctorants européens. Alors, le temps n'est-il pas venu, bien sûr, pour des doctorants conjoints, ce qui se réalise déjà, mais pour envoyer des étudiants européens vers des parcours doctoraux en Amérique latine? Mais avec quel programme? La question est ouverte, je n'en connais pas la réponse, je ne suis pas non plus dans les comités qui organisent ce genre d'échange. Mais de nouveau, et j'en viens véritablement à ma dernière proposition, le temps n'est-il pas venu de former ensemble des étudiants en saisissant une occasion de financement comme celui du programme Erasmus Mundus, pour élaborer un master international en didactique du plurilinguisme avec lycée comme politique de communication. J'en viens donc à cette proposition de nous engager entre partenaires internationaux de l'intercompréhension dans un programme de Erasmus Mundus incluant des pays tiers, ce qu'on appelle des pays tiers, ici une sélection de ces régions participant aux espaces romanophones, francophones, lusophones, hispanophones, en particulier pour ce qui est des Caraïbes et des créoles aussi, puisqu'ils existent donc en Méditerranée du Sud, Afrique de l'Ouest, Amérique latine et Caraïbes. Il est vrai que le programme Erasmus Mundus, si on en analyse les textes un peu plus à fond, se présente avec l'objectif affiché de drainage des cerveaux en faveur de l'Union européenne, Attract Talent to Europe. Il s'agit cependant d'une occasion d'internationalisation que je pense à saisir, du fait que les partenaires en Amérique latine et en Afrique disent souvent souffrir de manque chronique de financement, et nous, en Europe, nous ne sommes pas non plus très riches, n'est-ce pas? À saisir donc, mais aussi absolument à réinterpréter, dans une logique de résistance, dans une logique d'investissement des failles, des interstices des systèmes dominants. On peut y créer un diplôme conjoint, paritaire ou multiple, s'il y a des obstacles institutionnels. La mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs est envisagée de et pour tous les pays concernés. Ce n'est pas l'Eldorado, j'ai presque fini. Un financement particulier est prévu pour les territoires d'outre-mer, ainsi que des bourses majorées pour certains pays particulièrement désavantagés. Et pour atteindre un objectif de cette ampleur, il y a un programme de préparation préalable
qui permet de former le consortium et de créer l'offre de formation. Par ailleurs, on peut aussi inclure des partenaires provenant du secteur des ONG, du secteur associatif, et donc inclure la société civile dans notre action, ce qui est dans les objectifs de Transit Lingua. Mot de la fin. En guise de mot de la fin, je voudrais juste dire mon bonheur de travailler dans le domaine de l'intercompréhension et de pouvoir partager avec vous ces quelques réflexions, de pouvoir m'informer ici quant aux dernières initiatives et aux réflexions sur la didactique du plurilinguisme, car l'intercompréhension, c'est aussi un terrain de vie, selon Bruno Latour, un terrain de vie professionnel, un terrain positif pour les chercheurs en DLC. Parce que l'intercompréhension, c'est des défis, des tensions dans le domaine, dans le rapport aux institutions éducatives, dans un environnement que nous savons trop souvent glottophobe. Mais c'est aussi beaucoup de bonheur communicationnel. C'est de la bienveillance linguistique. Ce sont des solidarités intercontinentales, un certain optimisme de la volonté, des valeurs citoyennes partagées dans un monde si heurté par les conflits et assombri par les résurgences de l'obscurantisme. Aussi, je souhaiterais vous dire merci. Obrigada, gracias, gracias. Merci à Gougier. Bien, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour les questions si on veut finir dans les temps. Donc, s'il y a des questions, des remarques, des demandes de compléments, c'est le moment. Non, c'est comme ça. La première question est toujours la plus dure. Ah, Merci beaucoup de votre intervention, de cette conférence magnifique, et j'ai beaucoup apprécié. Et je voudrais savoir si nous pourrons lire un peu plus calme. Et il y a beaucoup des informations très, très intéressantes. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Alors, est-ce que vous avez déjà publié à ce sujet un article où on pourra lire après? Je suppose que les présentations seront disponibles. je suis plus. Merci beaucoup. Merci. Quant à la production de Mathilde et d'autres ici présents sur l'intercompréhension, ne serait-ce que sur le site de l'université de Mathilde, il y a sa bibliographie et donc. Oui, mais je dis exactement à ce sujet. Oui, exactement. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, ça me rappelle beaucoup ce qui se passe actuellement au Mali, notamment avec après avoir dévoilé ce qu'on appelle les projets de la nouvelle constitution, où on a sauvegardé le français comme seule langue officielle. Et là, il y a eu un tollé, une grosse polémique entre, d'une part, ce qu'on appelle, par exemple, les nationalistes linguistiques qui veulent en tout cas une langue officielle à la place du français, et d'autre part, ce qu'on appelle les mondialistes linguistiques qui disent que non, mais en fait, ces langues-là, ça ne sert à rien, il faut même aller vers l'anglais. Voilà. Donc, toutes ces tensions, ça rappelle vraiment ces crispations géopolitiques, identitaires, revendications identitaires, et donc il fait écho aussi à ce qui se passe aussi en Europe, notamment les poussées identitaires. L'intercompréhension, j'ai envie de dire aussi que les sociétés vont beaucoup plus vite que les institutions parce que l'intercompréhension, c'est ça aussi le mot. J'ai quitté Lisbonne jusqu'ici, c'était aussi grâce à l'intercompréhension. Je ne parle pas portugais, peut-être que je ne parle pas anglais. On essaie quand même de fabriquer des trucs. Ben, j'ai pris mon train jusqu'à Aveiro, je suis très bien arrivé grâce à l'intercompréhension. Merci beaucoup. Il y avait une réaction ici. Ah, Christian. Non.
Oui, merci aussi pour cette présentation qui va faire date, à mon avis, et pour les pistes qui sont montrées, parce qu'on se demande souvent comment le plurilinguisme, l'éducation plurilingue peut contribuer aux transitions. Et donc là, tu as montré des pistes très précises. Donc, je t'en remercie. Et à propos de l'Erasmus Mundus Joint Master, là, bon, moi, je n'avais aucune connaissance. Mais est-ce qu'il y a déjà Erasmus Mundus? Oui, mais celui-ci particulier qui offre des possibilités de partenariat qui ne soit pas du partenariat secondaire, partenaire associé, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a déjà une période? Est-ce qu'il y a un calendrier pour ça? Est-ce que c'est un appel en cours? Est-ce qu'il y a déjà des contacts? Bon, c'est la curiosité sur ce point-là, si tu peux en dire 2 mots de plus. Non, j'ai fait comme un citoyen européen qui va sur le site Erasmus et qui regarde l'appel. Je crois que c'est 21-27, ça existe. Voilà. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais là, il y a vraiment une occasion, il y a quelque chose à faire, quoi. Mais ça demande d'y travailler, bien sûr, parce que c'est beaucoup de boulot. Non, mais surtout, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ce n'était pas seulement le master conjoint, mais qu'il y avait un programme pour le préparer. Parce que sinon, c'est fou, je veux dire, de faire un master international comme ça sans commencer par faire fabriquer, quoi. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a, je sais plus, il y a quand même une somme allouée assez importante, justement pour fabriquer l'offre de formation et puis consolider le groupe, etc. Et ensuite, on se lance dans la formation des étudiants à distance. Enfin, en présence, excuse-moi, les enseignants. C'est un programme où on doit passer d'un pays à l'autre. Enfin, il y a une mobilité obligatoire. Et oui, donc ça me semble une possibilité justement d'utiliser une espèce de faille, parce qu'il ne s'agit pas là d'attirer des talents en Europe, mais vraiment de travailler ensemble. Alors quand l'Europe nous le propose et nous le finance, eh ben, c'est bienvenu. Après, il y a des questions de savoir où on le présente, dans quelle agence Erasmus, parce qu'il y en a qui sont plus favorables à l'intercompréhension que l'autre. Alors, bon, il faut être stratégique et politique pour ce genre de choses, mais tu connais le domaine beaucoup mieux que moi. Une dernière question, je pense, si on veut tenir les temps. Vous vous référez beaucoup à Bruno Latour et je me demandais en fait, est-ce qu'il s'est intéressé spécifiquement au plurilinguisme dans ses travaux? Écoutez, je ne crois pas. Je n'ai pas lu tout Bruno Latour, mais il s'occupe plutôt des sciences et de l'épistémologie des sciences. C'est vraiment parce que bon, bah, Bruno Latour venait de mourir, que on a parlé de lui, etc., etc., et qu'il m'avait semblé qu'il y avait un parallèle qu'on pouvait établir entre ces circuits, puisque finalement, ben, Non, je trouve ça très, très intéressant d'avoir fait ce lien entre l'écologie et le plurilinguisme et l'intercompréhension. Mais du coup, je me demandais justement s'il y avait des travaux dessus, parce que voilà. Merci beaucoup. Peut-être que ce qu'on peut aussi garder comme fil rouge pour le colloque, je crois que c'est la notion même de langue. Finalement, moi, ce qui m'est apparu dans ta présentation, c'est que langue peut prendre des significations assez différentes entre langue comme identité, langue comme manière de voir le monde, langue pour communiquer. Quand tu cites Bruno Maurer, quand il parle d'étudier les langues, c'est les langues pratiquement, enfin pour l'avoir lu aussi, son bouquin, plus pratiquement dans leur aspect systémique. Et je pense que cette interrogation autour de la notion même de langue, elle joue aussi sur les manières dont on peut ensuite investir différemment les projets, le rapport à l'altérité, etc. Je trouve que ce serait un fil rouge assez intéressant sur l'ensemble du colloque que tu as pu introduire là. Alors, merci.